Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur Tailwind CSS. Ok, commençons. Donc avant juste de commencer, je dois vous éclairer avec la définition de Tailwind CSS. Qu'est-ce que c'est Tailwind CSS? Ok, Tailwind CSS, c'est un peu comme Bootstrap. Donc si vous êtes familier avec Bootstrap, a priori vous devriez facilement comprendre Tailwind. Si vous connaissez aussi les bases du développement web et que vous avez appris à construire un site from scratch, donc à partir de rien, vous devez savoir comment utiliser HTML et CSS normalement. Donc, de la même manière que nous créons un site web à partir de zéro en utilisant HTML et CSS, on peut également le faire avec Tailwind CSS. Mais le CSS que vous avez étudié avant, c'était un CSS de base. On appelle ça un vanilla. Avec des propriétés comme la couleur d'arrière-plan, la marge, l'espace, le padding, etc. Ok? Donc, ça, c'est le CSS vanilla. Lorsqu'on utilise quelque chose de manière pure, ok, de manière simple, on va l'appeler vanilla. Comme dans JavaScript vanilla. Et si on utilise dans CSS, on va l'appeler CSS Vanilla, ok? Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser Tailwind? Il faut savoir que Tailwind nous fait gagner du temps. Donc, si nous devons utiliser des classes, nous n'utilisons pas les propriétés. Nous utilisons toutes les propriétés de Tailwind tout en stylisant dans le fichier xgenius et nous les implémentons dans CSS sans utiliser le fichier CSS. Laissez-moi vous montrer dans VS Code. Je vais utiliser dans tout le cours Visual Studio Code, qui est l'éditeur que nous utiliserons le plus souvent. C'est un logiciel de Microsoft. En général, je l'utilise parce qu'il permet de gagner beaucoup de temps. Vous pouvez aller sur ce lien pour télécharger Visual Studio Code. Et si vous utilisez Windows, donc vous pouvez cliquer sur cette option Windows. Sinon, vous faites comme vous pouvez. Donc vous voyez, là l'installation a commencé, mais je n'ai pas besoin de l'installer car je l'ai déjà téléchargé. Donc nous allons utiliser cet éditeur parce qu'il y a des extensions qui vont nous faire gagner beaucoup plus de temps. Donc vous pouvez le télécharger. Moi c'est déjà fait. Je vous laisse le faire. Ok, je suis dans VS Code, je crée un fichier, je vais cliquer ici, puis je vais cliquer sur Open Folder, et comme vous voyez, j'ai créé un dossier Tailwind. Ok, vous pouvez l'ouvrir avec VS Code, ou vous pouvez créer votre propre dossier. Là, j'ai créé avec le nom ABC. Et comme je travaille sur Tailwind, je vais le choisir. Vous pouvez voir que j'ai déjà téléchargé certaines choses ici. Je vais vous parler de ces choses, mais d'abord, nous allons avoir un aperçu de Tailwind CSS. Je vais vous montrer un peu. Je vais utiliser un div, lui donner une classe container. Ensuite, je vais utiliser h1 et j'écris MetaBrain et je sauvegarde. Vous devez télécharger l'extension Live Server. Pour ce faire, vous cliquez sur l'icône de l'extension juste ici. Et sur la barre de recherche, tapez Live Server, puis téléchargez cette extension Live Server, car elle nous permet de voir les changements sur notre site sans avoir à rafraîchir la page web encore et encore. Ok? Donc Live Server se fait tout ça automatiquement. Voyons comment ça fonctionne. Je clique sur Go Live, j'enlève le S de MetaBrains et j'enregistre. Nous voyons tous les changements sur la page web et nous avons tous remarqué que je n'ai pas rafraîchi la page. Ok, on essaye de faire l'expérience encore. Maintenant, je vais juste changer la couleur. J'ai donné une classe. Ok, rappelez-vous, je vous avais dit que on va utiliser principalement des classes quand on utilise Bootstrap et Tailwind. Ok.
Donc, je vais écrire text green 500 et je sauvegarde. En fait, bon, là, ça fonctionne pas, mais parce que j'ai fait une erreur. On n'a pas attaché le Tailwind parce qu'il y a plusieurs façons d'attacher le Tailwind, comme télécharger le Tailwind en utilisant npm ou télécharger le Tailwind entier en utilisant cdn. Bon, laissez-moi vous apprendre comment juste utiliser le lien cdn. Vous devez vous rendre sur le site officiel de Tailwind CSS. Si vous oubliez les classes, vous pouvez cliquer sur juste Document. Vous verrez que toutes les classes ont été fournies. Mais là, je vais cliquer sur Get Started. Ok. Vous verrez qu'il y a un processus pour l'installation. Donc, tout d'abord, on va juste utiliser le CDN. On utilise le lien CDN lorsque nous devons lier notre site web à une source quelconque. Ils ont mis un certain codage dans la balise script. Pour utiliser ça, on m'a fourni un lien CDN. Donc je vais copier le lien CDN et le coller dans mon code ici. Quand j'exécute mon fichier, il apparaît maintenant en couleur verte. Donc si je change la couleur, par exemple en rouge, il devient rouge. Okay. Il y a une différence, attention par contre, entre Bootstrap et Tailwind. C'est que dans Bootstrap, nous avons des couleurs limitées. Mais ici, nous avons une variété de couleurs assez énorme. Donc là, par exemple, je peux aussi écrire MX5 ici. Et ça signifie que la marge doit être de 5 par rapport à l'axe des X. Vous voyez que ça a pris un peu de place. Et si vous devez prendre d'autres chiffres, tous ces chiffres fonctionneront. Ok. Il se peut que vous ne receviez pas ces suggestions juste après l'installation. Donc dans le prochain cours, je vous enseignerai comment utiliser tous ces processus. Maintenant, je vais juste faire un UL. Et dans cet UL, je vais faire 6 LI. Mon UL a été créé comme il apparaît à l'écran. Donc, si je veux mettre tous les LI dans une ligne, je vais utiliser la classe flex et j'enregistre. Donc là, vous voyez, ça apparaît tout sur une même ligne. Et si je veux utiliser margin et padding, alors je peux l'utiliser aussi, il n'y a pas de problème. Donc j'écrirai juste padding à partir de l'axe des X 2. Ok? Et j'enregistre. Vous voyez que le padding a été fait. Et je vais aussi donner une marge de 5 à partir de l'axe des X et enregistrer. Ça apparaît bien sur la page. Si je donne juste une marge ici, j'enregistre, et vous voyez, C a été pris des deux côtés. Donc il y a vraiment une marge des deux côtés de C. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut utiliser margin et padding. Donc voilà. C'était juste une petite introduction de CSS Tailwind. La seule différence entre Tailwind et Bootstrap, c'est que si vous montrez le code de Bootstrap d'un site web à quelqu'un, on peut comprendre assez vite que vous avez utilisé Bootstrap parce qu'il implique le copier-coller. Nous pouvons directement en gros copier et faire un peu de personnalisation et on peut faire notre site web Bootstrap comme ça. Mais dans le Tailwind, personne ne peut dire facilement que ce site est fait dans le Tailwind ou Bootstrap. Tailwind est relativement un cadre et il est assez important aujourd'hui, c'est assez en vogue. C'est pour ça que en ce moment, je recommande pas mal Tailwind. Okay. Donc maintenant, nous allons installer Tailwind CSS. L'installation de Tailwind est un long processus parce que dans Bootstrap, nous avons juste à télécharger et juste faire le lien avec le fichier. Mais nous, là, on va installer l'ensemble de Tailwind dans NPM. NPM, c'est un package manager de Node JavaScript. Et il met les modules en place pour que le nœud, puisse les trouver et gérer intelligemment les dépendances NCY dans les conflits.
Il est extrêmement considéré pour soutenir une grande variété de cas d'utilisation. Le plus souvent, il est utilisé pour publier, découvrir, installer et développer certains problèmes de nœuds. Nous l'utilisons pour des problèmes de nœuds dans JavaScript. Donc, typiquement, si on doit télécharger un package d'un langage différent, on va le faire en utilisant npm. Maintenant, je vais ouvrir ce serveur en direct. Donc, j'ai ouvert mon document. Si je vais dans la console, il me montre une erreur que nous ne devrions pas utiliser pour notre production. Donc, c'est pourquoi on va utiliser Tailwind. Donc, pour télécharger Tailwind, nous devons aller sur le site de Tailwind et cliquer sur l'option d'utiliser PostCSS. Vous devez copier ça et venir dans VS Code, ouvrir le terminal, et juste le coller ici et appuyer sur Entrée. L'installation a priori devrait commencer, mais moi dans mon système j'ai déjà téléchargé ces packages, donc je vous montre simplement comment télécharger ça ici. Et vous devez donc écrire une commande supplémentaire à la fin. Ça va être npm install Vite. Maintenant, vous voyez qu'il a donc téléchargé tous mes packages, donc il va pas le faire tout de suite. Mais vous, attendez. Après ça, on va avoir des choses qui seront créées, comme le fichier tailwind.config.js. Je vais donc copier ceci et le coller à nouveau dans VS Code et voir si ça installe à nouveau. Voir ce qu'il dit. Et oui, donc il dit que Tailwind existe déjà. Donc après tout, ce processus, vous devez aller dans le package JSON et écrire ce script et écrire Vite dedans. Ok. Après ça, vous devez revenir donc dans tailwind.config.js et dans le contenu, vous devez écrire étoile. Donc ça signifie que je veux utiliser Tailwind CSS. Après ce processus, vous revenez dans votre partie extension et vous devez écrire Tailwind CSS IntelliSense. Le télécharger. Donc, je vais vous dire le processus de téléchargement. Dans ce fichier, je vais utiliser un utilitaire. Et donc là, par exemple, si je veux avoir toutes mes options, je fais juste CTRL puis espace. Et là, vous pouvez aller voir toutes les options que vous pouvez vouloir, donc padding, margin, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise Tailwind CSS? Le but d'utiliser Tailwind CSS, c'est qu'il est très différent des autres frameworks. Donc, avec Tailwind, on n'a pas besoin de réinventer les classes. Okay, donc, ça signifie qu'en utilisant CSS, on va recevoir des classes encore et encore. Donc, si nous avons une classe et que nous devons utiliser une autre classe, nous devons faire attention à ne pas répéter cette classe à nouveau. Mais si nous utilisons un framework et que nous utilisons une classe à plusieurs reprises, si nous avons créé un bouton et utilisé les classes de ce bouton, dans ce bouton, il ne fonctionnera que sur ce bouton. Mais si nous utilisons cette même classe ailleurs, elle fonctionnera là. Il n'est donc pas nécessaire de réinventer à chaque fois et à chaque classe. L'objectif suivant de l'utilisation de Tailwind CSS est le suivant. Lorsque vous utilisez un modèle et que vous créez une classe Tailwind, il n'y a aucune chance ou risque de changer le design du modèle. Mais le design que nous créons apparaîtra. C'est ainsi qu'il n'y a aucun risque de changer le design du modèle. Précédemment, nous avons réalisé une vidéo dans laquelle nous avons créé une bannière pour notre site web. Si nous le faisons par le biais de CSS pur, au lieu de Tailwind CSS,
Ça prendra beaucoup de temps et d'efforts. Les classes Tailwind que nous utilisons ne ralentissent pas notre site web et la taille de son bundle n'augmente pas. Votre CSS ne grandit pas avec votre HTML et votre design. Dans ce cours, maintenant, nous allons voir comment ça fonctionne le margin et le padding dans Tailwind CSS. La valeur qu'on a commence à 0 et va jusqu'à 296. Okay? J'utilise une balise de titre h1, metabrains.org. Je sauvegarde. Et là, vous pouvez voir que la taille de la police a été ajustée par défaut selon Tailwind CSS. Mais nous allons apprendre dans le prochain cours comment ajuster cette taille de police. Okay? Tout d'abord, nous allons apprendre margin et padding. Nous allons prendre la classe P0 qui signifie que le padding est nul de tous les côtés. Si j'écris Px ici, ça signifie que l'axe des x, donc de gauche à droite, est égal à 0. Après ça, nous avons l'axe des y qui est similaire à l'axe des x et on enregistre. Maintenant, il montre donc le padding de l'axe des y à 0. Et si je mets 5, je sauvegarde, vous voyez que ça apparaît à 5 de l'axe des y, c'est-à-dire du haut et du côté du bouton. Maintenant, vu que j'ai donné 5 sur l'axe des y, si je mets px6, ben ça signifie que le padding de l'axe des x doit être à 6. Ok? Nous avons déjà appris les valeurs en CSS. Ce px6 signifie qu'il est égal à 1.5 REM, et 1.5 REM c'est égal à 24 pixels. Si vous voulez vérifier, vous pouvez le faire sur internet. Vous voyez, ici, ça a pris de la place. Donc, si je donne 48 maintenant pour l'axe des X, là je sauvegarde, vous voyez qu'il a bien utilisé 48. Et si je mets 52 que j'enregistre, ça donne bien l'espace en conséquence. Si je mets 96 même, ça l'utilise aussi. Ok? Donc c'est comme ça que on peut utiliser ces valeurs. Si vous voulez voir les valeurs de Tailwind CSS, vous pouvez vérifier sur le site officiel de Tailwind CSS quelles sont les valeurs de margin et padding que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vérifier ici que quand je mets le curseur sur 96, alors il m'affiche sa valeur qui est 24, et ça c'est égal à 384 pixels. Ok, donc ça c'était pour le padding. Maintenant, si j'écris margin, ok, ça va fonctionner de la même manière. Donc vous voyez, ça fonctionne comme une marge. Vous pouvez voir la différence entre margin et padding lorsque vous avez un meilleur contenu. Ici, j'ai pris une seule balise. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir la différence entre margin et padding correctement. Ok, maintenant on va étudier la propriété space between. C'est une propriété qui est vraiment très importante, elle est même hyper connue. Okay, donc on l'utilise pour donner de l'espace dans Tailwind CSS. Donc par exemple ici, j'ai pris 3 divs et vous pouvez voir qu'ils s'affichent là. Et si je veux mettre de l'espace entre eux, je vais utiliser la classe space. Et vous voyez que nous avons maintenant des espaces. Ok, je vais utiliser la classe rowReverse. Maintenant vous voyez, donc ça s'affiche de cette façon. Et je vais utiliser une classe spaceX3 et une autre classe spaceXReverse. Maintenant, ça s'affiche en sens inverse. Ok? Donc, lorsque nous faisons un travail et nous devons montrer notre contenu sur le côté droit, pour ça, on peut utiliser cette propriété reverse. Okay. Dans ce cours, on va voir le dimensionnement. Donc, on a minimum width, maximum width,
height, minimum height, maximal height. Donc nous allons voir tout ça un par un dans le Tailwind CSS. Nous allons voir même le niveau avancé. Je vais écrire ici du contenu et créer un curseur. Donc pour créer un curseur, il suffit juste d'appuyer sur Alt et de cliquer à l'endroit où vous voulez créer le curseur. Maintenant, nous avons quelques tailles liées au div. Et si je change ici, donc laissez-moi vous donner un aperçu juste du cours précédent. Si je prends ici donc la marge selon l'axe Y de 4, il prendra donc un espace du côté inférieur et supérieur. Si j'écris marge pour le haut, donc MH, il prendra une marge pour le haut et il peut aussi prendre une marge pour le bas. Ok? Pour ajuster la taille de votre marge, vous devez juste spécifier la largeur. Donc si vous juste maintenez la touche, vous verrez la valeur donc de width s'afficher. Sa valeur est en pixels et lorsque vous l'utiliserez, vous le saurez. Il y a aussi donc une autre méthode que je vais vous montrer. Donc commentez simplement et faites un nouveau div, prenez une classe flex et faites 2 tags de h1 et sauvegardez-le. Donc normalement le résultat devrait être en ligne, mais là si j'enlève flex, comme la dernière fois, il vous montrera tout ça en colonne. Flex fonctionne en une dimension. Donc je vais prendre une classe et lui donner une largeur de 1/3 et je sauvegarde. Maintenant ça s'affiche comme ça. Ok? Si je veux maintenant donner une couleur d'arrière-plan, donc par exemple je donne du vert, j'enregistre, et là c'est la largeur qui apparaît en vert. Donc si je maximise l'écran, il s'affichera comme ça, et si je le minimise, il s'affichera comme ceci. Si je change en 1/5, sa taille sera évidemment modifiée. Vous pouvez prendre 3/5 ou 5/5 et sauvegarder. Essayez par vous-même. Si vous voulez le prendre en entier, vous pouvez utiliser full, puis juste sauvegarder. Maintenant, vous pouvez voir donc quelle tête ça a. Donc, si je supprime ça, on peut voir que la couleur est sur donc tout l'écran et une ligne. Prenez une largeur par exemple de 1/3, copiez-coller cette couleur et maintenant changez la couleur en bleu et sauvegardez-le. Maintenant, ça s'affiche comme ça. Et si je change sa largeur en 1/2 et aussi ça en 1/2, mon écran sera juste divisé en 2. De toute façon, il faut que vous pratiquiez pour apprendre. Prenons un autre exemple. Copions ce div et collons-le tout simplement ici. Maintenant, je change sa largeur en 1/6 et 5/6 et on sauvegarde. Donc là, on a no one qui est 5/6. Donc, de cette façon, tout simplement, vous pouvez étendre la largeur de votre contenu. Ensuite, il y a min width et max width. Il n'y a pas de cas particulier pour ça, mais elles sont utilisées pour l'écran minimal ou l'écran maximal. Par exemple, créez un div et écrivez le contenu Hello World. Prenez la classe, définissez la couleur de fond et écrivez ensuite ceci dans le div et définissez la largeur à, mettons, 48. Vous pouvez également utiliser full. Ensuite, nous utilisons la largeur minimale. Donc, min width signifie que donc la largeur minimale correspond au contenu minimal et la largeur minimale correspond au contenu maximal. Bon, je vais utiliser min width et j'enregistre, ce qui vous permettra de savoir si l'écran est grand ou petit. Il y a aussi donc la largeur maximale qui est utilisée dans le maximum. Ici, vous avez le maximum large et le maximum extra large. Donc, nous avons beaucoup de points. Par exemple, 6XL, ça signifie qu'il a la largeur maximale. Sa taille est de 72 REM et donc 1152 pixels. Il est utilisé quand vous faites le petit ou le grand écran. Il s'ajuste automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, sur la minimisation de l'écran. Il l'ajuste.
Pour rendre notre site web réactif, nous utilisons donc le minimum et le maximum. Vous pouvez aussi le changer en 7 x 1 et sauvegarder, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Je vais le rechanger en 6 x 1 et vous pouvez vérifier les valeurs possibles sur le site web. Ils ont beaucoup de valeurs. Donc ensuite, nous avons la hauteur, donc height. Je vais modifier ça et utiliser la hauteur ici et la spécifier à 96. Et aussi la largeur, et donc la spécifier aussi à 96. Vous pouvez aussi utiliser maximum ou full ici. En fait, c'est les mêmes options que width. Donc, on a minimum width, maximum width, et donc minimum height, maximum height. Donc, c'était tout, voilà, pour la largeur et la hauteur. Ensuite, nous avons le concept de type de style. Donc, ça va être lié à la police, dans laquelle nous pouvons donc ajuster la taille de la police. Je vais prendre un paragraphe et écrire un lorem dedans. Je sauvegarde. Après avoir écrit lorem, je vais utiliser une classe de text small. Je veux donc le rendre petit et le sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, le texte est petit. Maintenant, si j'écris ici LG, ça fera un grand texte. Et après ça, nous avons un texte extra large. Donc on écrit XL et on sauvegarde. Et ça va faire un texte extrêmement grand. Donc si vous voulez rendre le texte plus grand, vous pouvez ouvrir donc la création, là, toutes les options, et vous verrez typiquement un 9XL. Donc là, c'est si je veux rendre le texte 9 fois plus grand. Donc en CSS et Java, nous devons changer la propriété, mais ici, en donnant une petite commande, vous pouvez juste augmenter la police du texte. Ici, si je le fais à 7 et je sauvegarde, eh ben il sera comme ça. Maintenant, si vous voulez vérifier la taille, vous pouvez vérifier ici que la taille est de 72 pixels. De cette façon, nous pouvons utiliser la taille de la police. La valeur de la taille de la police extra large est de 1,25 rem, qui est égal à 20 pixels. Et la valeur de la taille de la police LG, large, est de 18 pixels. Il y a aussi TextBase, donc utilisons ici TextBase, on écrit et on enregistre. Sa valeur de base est de 16 pixels par défaut. Si nous voulons diminuer, nous pouvons utiliser juste small, et après small, il y a aussi extra small. Et la valeur de small est de 14 pixels, et celle de extra small est de 12 pixels. Comme vous pouvez le voir ici, c'est très petit. Ok, passons maintenant au prochain cours. Notre prochain concept est lié au poids du texte. Donc, nous parlons de poids du texte lorsque nous devons rendre notre texte plus gras ou plus fin. Nous allons essentiellement spécifier à quel point notre texte est gras par le biais de la classe que nous allons utiliser. Ok, donc voyons en action comment ça fonctionne. Je vais faire un paragraphe. J'utilise un paragraphe parce qu'il comprend du texte normal. Donc en utilisant lorem, on sauvegarde, et maintenant, utiliser la classe de poids de la police. Donc ici, je vais écrire font, et dans d'autres frameworks comme CSS, nous avons une valeur fixe de la propriété de poids de la police, dans laquelle nous pouvons faire le maximum ou le minimum. Aussi, dans CSS, nous devons ouvrir le fichier CSS et faire des changements encore et encore. Mais ici, nous pouvons le faire en utilisant juste le fichier HTML. Donc, si j'utilise normal, c'est le texte actuel qui est normal. Si j'utilise medium et que j'enregistre, comme vous pouvez le voir, il est un peu lourd et sa taille est de 50-70. Donc ici, vous pouvez voir qu'il est de 50 puis 500. Mais si j'utilise semi-bold, il sera lourd
Mais si nous utilisons bold, donc gras, on enregistre, il sera plus lourd encore. Donc son poids est de 700. Le dernier est black, dans lequel nous avons 900. En général, on utilise globalement plutôt bold, et ensuite on a thin, qui est très fin, du coup très petit, avec un poids de 100. Dans ce framework, on peut également styliser un peu la police. Donc c'est la façon dont on peut styliser la police. Donc typiquement, le premier ça peut être italique. Donc ici on peut écrire italique. Et tout simplement ça rendra la police en italique. C'est la façon qu'on utilise pour styliser les polices. Dans ce cours, nous allons voir le letter spacing, line height, line style et le line type et comment tout ça fonctionne. Donc, faites un paragraphe, sauvegardez-le en tant que lorem et donnez à la police line spacing, letter spacing, donc c'est pas line spacing. Il est utilisé ici pour ajuster donc l'espacement des lettres. Donc je vais utiliser la classe tracking normal ou je vais utiliser tracking wider. Et son espacement est de 0.05 em. Et ensuite, nous avons widest. Donc je peux utiliser ici widest. Il y a widest tight. Et dans le cas du tight, donc c'est l'espacement le plus petit. Donc on a tight et tighter qui sont les plus petits. Et le normal, c'est la partie par défaut. Ensuite, on a wide. Donc on l'écrit et on sauvegarde. Et on a aussi wider. Ensuite, on a line height. Alors là, on a beaucoup de line height. Donc ça commence à 12 pixels et ça va jusqu'à 14 pixels. Donc ici, si j'utilise le line height de leading, ça commence donc de 0 et ça va jusqu'à 10. Je vais utiliser là le plus grand line height, donc je vais prendre 10 et je sauvegarde. Donc là, j'ai utilisé un lorem et sa valeur est donc de 2.5 rem et 40 pixels. Ensuite, on a le leading loose, donc qui perd le contenu, donc il ne s'affiche pas. Et la valeur réelle, il y a beaucoup de line heights, donc typiquement vous pouvez juste appuyer sur CTRL espace et ça va vous montrer tous les exemples qu'il y a. Donc par exemple, il y a leading snug, mais il y a aussi d'autres fonctions que vous pouvez utiliser selon vos divers projets. Juste adapter le line height. Nous avons plein de types de styles qui est de différents types. Donc je vais utiliser UL et ensuite LI multiplié par 4, écrire C++, JavaScript, Tailwind CSS, CSS dans les lits. Maintenant, nous allons utiliser des types de listes ici. Donc le premier type, c'est juste le type par défaut, donc CSS. Si je commande ça, ça va nous donner exactement ce qu'on avait quand on a pris le CSS. J'enlève les commentaires et il va tout simplement supprimer les points. Maintenant, si je vais dans UL et que j'utilise une classe de type listDisc et que je fixe la marge à 5, il s'affichera comme cela. Donc ça met la marge et ça aussi rajoute les points. Nous avons aussi une autre liste qui est liste décimale. Ici, elle s'affiche donc en chiffres et vous pouvez également la définir comme list outside ou inside. Ici, j'ai utilisé outside, j'ai fixé la marge et j'ai enregistré. Ensuite, nous avons list item, mais principalement dans Tailwind, nous utilisons décimal qui s'affiche en numérotation. Maintenant, je fixe la marge à 5 et j'enregistre. Elle s'affiche comme ceci. Ensuite, nous avons le positionnement de la ligne. Donc, on va avoir la position inside, outside, donc à l'intérieur, à l'extérieur. Inside, en fait, c'est la position par défaut.
Mais en utilisant outside, on va créer un espacement, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va créer un espacement, mais si vous supprimez ça, vous ne verrez plus les décimales. Inside crée un espacement avec les décimales. Donc, nous avons abordé les espacements de lignes, la hauteur des lignes, le listage et ses solutions. Ici, je vais prendre un paragraphe et y écrire un lorem et sauvegarder. Donc, je vais utiliser capitalize, ce qui signifie qu'il va mettre en majuscule la lettre de chaque mot. Et si j'utilise ici uppercase, il va mettre tous les mots en majuscule. Et là, si j'utilise lowercase, il va rendre tout le contenu en minuscule. Et ensuite, nous avons normal case, qui rend le texte normal par défaut. Ensuite, nous avons text overflow, donc débordement de texte, qui est utilisé lorsque nous spécifions la largeur et la hauteur pour que le texte ne déborde pas. Par exemple, je donne ici la couleur du fond et je spécifie la largeur. Vous voyez? Il est automatiquement ajusté. Maintenant, si je spécifie la hauteur ici, on sauvegarde, et maintenant verticalement il est ajusté, mais horizontalement, en raison de la petite hauteur, il y a un débordement. Donc, pour ça, nous avons une propriété appelée truncate. Donc on sauvegarde, et comme vous pouvez le voir, il s'affiche sur une ligne et affiche 3 petits points. Si j'enlève juste with, ça signifie qu'il n'y a aucune propriété de wrap, et donc ça va être continu. Ensuite, nous avons la propriété text ellipse qui ajuste le contenu dans les 2 lignes suivantes, mais ne montre pas les 3 petits points. Ici, si j'augmente mon contenu, plus il fera déborder le contenu, donc pour cela je vais utiliser overflow hidden pour cacher le texte. Voilà quelques propriétés liées à l'overflow. Ok, maintenant que nous avons un concept lié à la décoration de texte, je vais supprimer toutes ces données et les sauvegarder. Dans la décoration de texte, nous n'avons pas beaucoup de propriétés. Elle est juste utilisée pour décorer le texte en le soulignant ou pour changer le style. Le meilleur avantage est que nous avons de nombreux schémas de couleurs. Ici, par exemple, sélectionnez ce texte juste ici. Écrivez une balise et collez-la dans la balise span. Changeons maintenant la text decoration en utilisant la classe underline et sélectionnez la décoration. Nous avons plusieurs couleurs. Changez-la en rouge et enregistrez-la. En fait, la couleur n'a pas fonctionné parce que j'ai utilisé la mauvaise propriété. Corrigeons ça maintenant. Vous pouvez voir que le texte souligné est rouge. Si vous voulez le faire ailleurs, copiez-le, collez-le là et enregistrez-le. Vous pouvez changer la couleur du texte en rose et il s'affichera en rose. Ici, changez-le en vert, enregistrez-le et vous verrez qu'il a changé en vert. Ici, il y a quelque chose, alors je vais le changer et le changer en jaune. Et vous verrez qu'il est bien jaune. Maintenant, changeons la police en écrivant ici font bold, ce qui mettra la police en gras. Maintenant, nous allons nous diriger vers le style. Dans le style, nous avons le solide, le double, le pointillé. Nous en avons déjà parlé en CSS. Le concept ici est le même, mais nous devons mémoriser l'utilité. La méthode à mémoriser n'est pas si difficile. En fait, il suffit juste de l'utiliser dans vos projets et vous vous en souviendrez bien plus facilement. Donc, si j'utilise ici decoration slice et j'enregistre, bon, là, ça change pas trop, mais donc du coup, je vais plutôt utiliser quelque chose comme decoration solide. Et ça aura l'air un peu lourd. Donc, je vais essayer, par exemple, wavy. Donc, ça donnera un effet ondulé. Et si j'utilise dashed, bah, ça ressemblera à ça. Moi, j'aime bien wavy.
donc j'utilise surtout Wavy, mais après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez doubler par exemple, ou faire du surlignage, vous pouvez utiliser Doubled. Ensuite, on a l'épaisseur du texte de décoration. Comme ici, j'ai utilisé le double, mais je veux augmenter l'épaisseur. Donc, je vais écrire décoration et donner la valeur comme 4, qui signifie donc 4 pixels. Puis j'enregistre. Et là, ça semble lourd. Donc, je dois le changer et je le fais à 1 plutôt. Et là, c'est beaucoup plus léger. Donc là, je mets 3. Bon, ça fonctionne pas. En fait, nous ne pouvons pas utiliser la valeur 3. Nous avons une plage de 0, 1, 2, 4, 8. Donc je vais utiliser 2 et c'est bon. Ensuite, il prend la police liée aux données. Donc si j'utilise ici from front, il prendra la police liée aux données. Donc voilà pour les propriétés liées à la décoration du texte. Passons maintenant au prochain cours. Maintenant, nous allons parler des arrière-plans. Tout d'abord, nous allons utiliser une image. Donc c'est pas une image, mais elle peut être utilisée comme une image. Je vais créer un div et une classe, sans rien écrire à l'intérieur, juste je spécifie la hauteur à 60 et j'enregistre. Je ne montre rien, mais je vais donner une certaine couleur de fond en écrivant BG et sélectionner la couleur à partir des suggestions. C'est la couleur normale. Et donc là, je vais écrire gradient et il va me montrer to the right à partir juste des suggestions pour sélectionner la couleur. Puis je vais sélectionner la couleur, donc je vais sélectionner from blue et ensuite donner une autre couleur de bleu et l'enregistrer. Maintenant, vous pouvez voir qu'il montre cette couleur bleue. Voici la propriété qui commence de gauche à droite, de 500 à 900. Maintenant, si je la change en rouge, elle affichera une couleur rouge. J'utiliserai H1 et j'écris MetaBrains dedans. Il montrera ceci. En prenant des classes, j'utiliserai le centre, center. Il montrera le texte au centre. Et si je veux augmenter le texte à 5XL, il l'augmentera. Je peux choisir la police en semi-bold. Maintenant, changer la couleur en utilisant le texte violet, il changera de couleur. De cette façon, nous pouvons changer la couleur du texte et l'arrière-plan dans Tailwind. Il est utilisé comme image de fond. De cette façon, nous pouvons styliser en étant dans le fichier HTML. Dans div 1, j'ai utilisé une image. Maintenant, je vais créer un div et mentionner la classe div 1. J'enregistre et ça va montrer mon image. L'image est floue, la résolution n'est pas bonne et le résultat n'est pas très bon. Pour régler ça, nous allons utiliser des classes de size. On va donc pouvoir utiliser weight and height. Je vais utiliser BG, slate. Je vais vous dire comment utiliser les classes utilitaires dans Tailwind CSS. Par exemple, si je dois définir une couverture d'arrière-plan et l'enregistrer, ça vous montrera l'image entière en arrière-plan. Il y a une autre classe, c'est bgcontain. Utilisez-la et enregistrez-la. Vous verrez qu'elle se répète du côté inférieur. Donc pour supprimer ça, nous avons une classe de background no repeat. Et si vous voulez le répéter, vous pouvez utiliser la classe repeat comme round, clear, etc. Utilisez-la et enregistrez-la. Cette image est grande, donc elle n'apparaît pas ici. Si vous utilisez une image plus petite, vous verrez l'utilisation de toutes les classes. Comme il est répété, si j'utilise no, il ne sera pas répété. Ensuite, nous avons des positions telles que background center, enregistre, qui le placera au centre. Toutes ces classes sont utilisées lorsque vous utilisez des petites images. Si j'utilise ici left, il y aura left bottom. Donc, j'enregistre
Bon, là, comme on a une grande image, on voit pas tellement la différence avec left bottom. Pareil, ici, si j'enlève left bottom et que je mets center, ça l'affichera au centre. Ensuite, nous avons une propriété importante liée à l'attachment. Je vais utiliser un paragraphe et y écrire un lorem de 1000 mots. Lorsque vous faites défiler le texte, il fait tout défiler. Mais lorsque vous utilisez la propriété attachment, vous pouvez contrôler le défilement. Si j'utilise ici bg fixe et que je supprime les divs, lorsque je fais défiler le texte vers le bas, il se chevauche et la position est fixe. Il existe une autre propriété appelée scroll qui est utilisée par défaut. Ici, nous allons voir le rayon de bordure. En CSS, nous devons donner quelques valeurs, puis il crée la bordure. Mais ici, nous avons quelques classes spécifiées dans laquelle nous avons quelques formes spécifiées. D'abord, je vais faire un div et ne rien écrire, juste prendre une classe et écrire bg color et spécifier la largeur à 72 et la hauteur à 33. J'enregistre et comme vous pouvez le voir, je vais maintenant utiliser une classe rounded dans laquelle les 4 coins vont s'arrondir quand je vais juste l'enregistrer. Ça montre que tous les coins sont bien arrondis. Si ça ne se voit pas, je vais utiliser à nouveau et je vais augmenter l'arrondi supplémentaire. Maintenant, vous pouvez voir que ça nous donne une marge de 7. Dans Rounded, nous avons Medium et High. J'ai utilisé ici High. Si j'utilise ici Rounded Full, il montrera la forme comme ceci. Et en Full, ça nous donnera ceci. Si j'écris un bouton Hello ici, je vais utiliser les mêmes classes là. Je vais définir une largeur de 10 et une hauteur de 30, puis l'enregistrer. Il apparaîtra automatiquement comme arrondi. Et si j'enlève l'arrondi et augmente la hauteur, il apparaîtra comme ceci. Maintenant, si j'utilise l'arrondi ici, le bouton aura une forme arrondie. Si je crée un bouton, je définis sa largeur et sa hauteur. Ok, c'est lourd ici. Oui, c'est bien là. Maintenant, je change la couleur en lime et j'enregistre. Donc, ce cours, c'était pour le rayon de bordure. Maintenant, on passe au prochain. Maintenant, nous allons voir comment faire des bordures. Donc, nous avons quelques valeurs. D'abord, je vais faire un lorem. J'enregistre. On fait une classe et une marge de 5. Maintenant, je vais utiliser la propriété de border. Comme vous pouvez le voir, il a créé une border. Et si vous utilisez les borders dans CSS, vous ne trouverez pas la border épaisse. C'est pourquoi nous utilisons Tailwind. Vous pouvez changer la couleur en gris ou n'importe quelle couleur. Je vais la changer en rose, allez. Et lui donner la valeur de 8. Ouais, c'est un peu lourd, hein. Je vais définir la largeur de la bordure à 4. Nous avons défini la largeur et la couleur de la bordure et maintenant nous allons sélectionner le style de la bordure comme dashed et enregistrer. Ça va rendre la bordure en pointillé et si j'utilise double, elle apparaîtra comme ceci. Ici, l'affichage est en fait un peu lourd mais ça rend quand même le truc assez joli. Enfin en tout cas moi j'aime bien. Si nous comparons Bootstrap avec Tailwind, Bootstrap est peut-être bon en termes de fonctionnalité, mais Tailwind est meilleur en termes d'interface utilisateur. Tailwind est meilleur que Bootstrap dans l'interface utilisateur. Donc, nous avons beaucoup de choses dans Tailwind comme le style, la bordure, les thèmes de couleurs, d'autres choses sont développées. C'est pour ça qu'on utilise Tailwind. Donc, tout ceci, c'était pour la bordure. Passons maintenant au cours suivant. Maintenant, nous allons voir quelque chose en rapport avec la bordure. Comment nous pouvons la diviser. Donc, on connaît déjà Space.
mais si on veut diviser nos divs en différentes sections. Donc ici, j'ai utilisé une div principale et pris une classe flex. J'ai aussi donné une marge de 5 de tous les côtés et ensuite utilisé 4 divs et écrit 1, 2, 3. J'ai aussi spécifié la largeur et la hauteur et donné une petite couleur fuchsia à tout ce beau monde. Maintenant, je veux diviser le tout. Donc, pour diviser, allez dans la division principale et utilisez la classe divide, sélectionnez x2 à partir des suggestions et sauvegardez-le. Vous pouvez voir qu'il est divisé en 2. Si je le change en 4x, il sera augmenté. Et si vous voulez le faire dans l'axe des y, il suffit d'enlever x et de remplacer par y. Il sera dans l'axe des y. C'est donc de cette façon que vous pouvez diviser. Vous pouvez également changer la couleur. Vous pouvez donc changer la couleur en utilisant la classe divide et écrire la couleur que vous choisissez. Si j'écris ici green et que je sauvegarde, il apparaîtra comme ceci. Si vous voulez le changer pour un autre fuchsia, et donc vous pouvez le faire, donc par exemple fuchsia light, et puis vous pouvez aussi changer le style, par exemple vous pouvez mettre dotted pour que ça soit pointillé, double ou bottom. Donc ici, moi j'ai envie d'utiliser double, divide double, ou for dotted, divide dotted. En fait, vous pouvez utiliser dotted pour diviser comme ça vos lignes. Voilà pour les diviseurs. Passons maintenant à la prochaine leçon. Alors, notre prochain sujet est lié aux outlines, donc les lignes de contour. Qu'est-ce qu'un contour? En CSS, vous avez vu que nous avons principalement utilisé les bordures et les contours. Il est parfois difficile de faire la différence entre le contour et la bordure. Parfois, lors d'un entretien par exemple, on peut vous demander la différence entre le contour et la bordure, car les deux fonctionnent en fait de la même manière. Mais je vais vous expliquer la différence. Par exemple, j'ai pris une boîte ici et j'ai spécifié 300 pixels de sa hauteur totale et la largeur horizontalement et verticalement est de 300 pixels. Maintenant, si nous ajoutons une bordure, donc 20 pixels ici, ça signifie que sa surface totale est de 320 pixels maintenant. C'est la bordure. Maintenant, qu'est-ce que le contour? C'est la zone extérieure de la boîte qui est le contour. Il n'augmente pas la largeur de la boîte, il travaille à l'extérieur de la boîte. La zone de la boîte reste 300 pixels. C'est donc la différence que beaucoup de gens ne connaissent pas. La bordure fonctionne à l'intérieur de la boîte et le contour fonctionne à l'extérieur. Maintenant, je vais prendre le contour ici pour vous montrer. Utilisez la classe outline et enregistrez-la, ce qui vous montrera que le contour par défaut est de couleur noire. Maintenant, pour changer la couleur du contour, j'utilise la couleur jaune et j'enregistre. On voit bien donc que ça transforme la couleur en jaune. Vous pouvez également utiliser offset, donc utilisons offset ici. Et là, on peut voir qu'il a laissé un peu de place pour offset. Mais on peut encore utiliser plein de trucs, hein. On a aussi dotted et double, etc. Donc si j'utilise ici double, ça s'affichera comme ça. Voilà, c'était tout pour le contour dans cette offset. Nous avons beaucoup d'options, donc si vous voulez rendre votre contour lourd par exemple, je vais utiliser Outline 8 et l'enregistrer. Ça rendra lourd et si j'enlève le pointillé, ça s'affichera comme ceci. Notre prochain sujet est lié au fax. Dans celui-ci, nous avons beaucoup de choses comme le curling, opacity, box shadow, mix blend mood et background blend mood.
Ce sont ces 4-là qui sont principalement utilisés. 2 sont vraiment plus importants, Box Shadow et Opacity, alors que Mix Blend Mood et Background Blend Mood sont rarement utilisés ou surtout par des niveaux professionnels. Mais nous sommes encore débutants, donc nous utiliserons d'abord Shadow Color et Opacity. Tout d'abord, je vais créer un div et créer un bouton Click Here 3 fois. Il ne montre pas l'arrière-plan parce que nous travaillons dans Tailwind, qui donne aussi la couleur noire au texte et la police en gras. Après ça, on prend l'arrière-plan fuchsia et on spécifie la largeur à 28, puis on peut définir la marge à 5 et utiliser un arrondi complet, round. Il va créer un bouton comme celui-ci. Maintenant, nous allons utiliser Box Shadow et spécifier la couleur jaune. Ça ne fonctionne pas ici en donnant une erreur. Réparons ça. Changez juste ce style dans Tailwind, puis juste enregistrez-le. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne maintenant. Parfois, il nous donne une erreur donc on a un bug, mais il suffit de changer et normalement tout va bien. Là, je change la couleur en fuchsia et je copie-colle à tous les autres boutons que j'ai fait et j'enregistre. Vous pouvez voir que ça fonctionne. Maintenant, changez les couleurs. Changez ceci en rouge, aussi celui-ci en rouge et celui-ci en orange. Aussi celui-ci en orange. Et comme vous pouvez le voir, ça marche bien. Ces boutons peuvent être utilisés et créés dans Bootstrap, mais le schéma de couleur dans Tailwind CSS est recommandé et en vrai est assez beau. Parlons donc de l'opacité. Avec l'opacité, vous pouvez définir le schéma de coloration de la matière la plus sombre ou la plus claire que vous souhaitez. Par exemple, si je veux faire ça plus clair, je vais utiliser une opacité de 25 et l'enregistrer. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus clair. La plus petite valeur de l'opacité est 25 et la plus grande valeur est 100, qui est celle par défaut. Donc je vais utiliser 75 par exemple ici. Je copie-colle ça là. Je le change en 65 et 55, puis j'enregistre. Je change la première valeur à 100, la deuxième à 75 et la troisième à 50. Puis j'enregistre. Bon là, vous voyez la différence entre elles. Voilà comment vous pouvez utiliser les opacités comme vous voulez. Ok. Dans ce cours, nous étudierons le système Flex. Nous avons déjà utilisé le système Flex en CSS et nous savons donc comment l'utiliser dans CSS. Mais dans Tailwind CSS, nous allons voir tous ces utilitaires, toutes ces utilités, combien d'utilités il y a et comment les utiliser. Tout d'abord, je vais créer un div et 3 autres sections et écrire ici 1, 2, 3 et sauvegarder. Ça va s'afficher comme ça. Maintenant, je vais prendre une classe ici et leur donner des couleurs. Je vais donner cette couleur à la première, puis copier et coller dans les autres, et changer les couleurs, puis sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, ils sont changés maintenant. Nous allons voir les propriétés de la boîte flexible et comment les utiliser. Comme vous le savez déjà, j'ai utilisé la propriété de Flexbox dans un de mes cours. Donc, la première propriété, c'est la même. Je vais écrire ici Flex et l'enregistrer. Ce qui vous permettra de voir en une seule ligne. Nous utilisons Flex pour pouvoir travailler dans une dimension, ce qu'on avait appelé inline. En utilisant Flex ici, nous allons travailler horizontalement puis ou verticalement. Dans le système de grille, nous pouvons utiliser les deux, mais dans Flex, nous ne pouvons utiliser qu'une seule direction. Ensuite, nous avons des bases flexibles que nous utiliserons pour changer la largeur et la taille. Ici, la largeur est la même. Donc, je vais écrire ici base
et sélectionner 2, puis l'enregistrer. Je vais utiliser la classe base. Nous l'utilisons pour ajuster les tailles. Donc, je vais utiliser ici base et sélectionner 16 et l'enregistrer. Comme vous pouvez le voir, ça change bien la taille. Donc, je vais copier ça. Je vais l'utiliser dans la deuxième. Je vais changer le nombre à 32 et l'enregistrer. Comme vous pouvez le voir, il augmente la taille. Donc, de cette façon, vous pouvez augmenter tout simplement la taille en augmentant le nombre. Faites la même chose pour la troisième. Utilisez la taille de 96 par exemple et enregistrez. Lorsque nous utilisons Flex, nous n'avons pas besoin d'utiliser la largeur. Nous utilisons Flex pour ajuster la largeur et la hauteur. Si je maximise l'écran, il vous montrera ça comme ceci. Et si je minimise l'écran au minimum, il ajustera automatiquement la division. Ensuite, nous avons une propriété liée à la direction du flex. Nous l'utilisons pour ajuster les colonnes et les lignes. Par exemple, ici, je veux inverser mon div. Donc, je vais utiliser Flex Row Reverse. Et quand j'enregistre, vous pouvez voir qu'il s'affiche en sens inverse. Il est également utilisé pour afficher en colonne. Par défaut, il s'affiche en colonne. Si j'enlève le flex, il s'affichera donc en colonne. Mais nous pouvons également le faire en utilisant le flex. Au début du cours, je vous ai dit que vous pouviez travailler en colonne ou en ligne. Lorsque je travaille en ligne, la hauteur est ajustée. Et lorsque je travaille en colonne, l'ajustement est automatique. Notre prochaine propriété est le flex wrap. Cette propriété est utilisée lorsque divs sont superposés, de sorte qu'ils changent leur position ou remplacent automatiquement. Par exemple, ici, ça apparaît dans la colonne. Je vais supprimer la colonne et ça vous montrera dans la rangée et leur donner la largeur. La changer en 3/6, je copie et je colle dans d'autres et j'enregistre. Ils ont ajusté leur largeur. Maintenant, je vais utiliser la propriété de Flex Wrap et enregistrer. Vous voyez, quand j'utilise la propriété de Flex, il ajuste automatiquement dans tous les écrans. Je peux vous montrer qu'il n'est pas réactif, mais quand j'utilise la propriété Flex Wrap, il ajuste sa largeur à la ligne suivante. Dans Flex Wrap, divs changent leur position quand ils se chevauchent ou ajustent leur largeur de sorte que vous pouvez voir dans l'écran minimisé. Si vous ne voulez pas utiliser Wrap, utilisez No Wrap et sauvegardez. Tout ceci concerne l'habillage flexible. Ensuite, nous utilisons Flex Grow. Il permet de remplir tout l'espace. Par exemple, ici, je vais supprimer ces largeurs. Ceci est également utilisé dans la largeur, comme pour les espaces flex. Ici, je vais utiliser 2 divs pour montrer clairement que ça fonctionne. Ajustez leur couleur et leur contenu et enregistrez-les. Il y a 2 types de propriétés dans Grow. Grow 0 et Grow. Dans Grow, il définit son espace. Par exemple, si j'utilise la propriété Grow ici et l'enregistre, il prendra 100% d'espace et le reste s'ajustera. Je vais utiliser Grow ici et sauvegarder. Il ajustera sa largeur par la taille de l'écran. Encore utiliser Grow ici, puis le sauvegarder. Et là, il ajustera, mais dans la première div, quand j'ai utilisé Grow, il était à 100%. Et le reste ont été ajustés. Mais en utilisant Grow, ils ont été ajustés automatiquement. Utilisez Grow dans le reste des deux et sauvegardez-le. Comme vous pouvez le voir, ils ont tous ajusté leur largeur. Et si je mets 0 ici, il prendra la largeur en 0. De cette façon, vous pouvez utiliser Grow pour la largeur. Vous n'avez pas besoin de donner la largeur, donnez simplement Grow et il ajustera la largeur de lui-même. Vous pouvez aussi donner la hauteur.
La prochaine propriété que nous avons est liée à l'ordre. Avec cette propriété, nous donnons l'ordre à la division pour ajuster sa position. Par exemple, dans le premier div, je vais donner l'ordre. Il y a différents ordres, donc je vais utiliser last et sauvegarder. On peut voir que le premier, donc one, est déplacé en dernier et que 2 prend sa position. Je vais donner first order à 5 et je sauvegarde. Et là, on remarque que 5 se retrouve en première position. Donc, nous pouvons sélectionner différents ordres comme ça. Je vais donner l'ordre 3 à 2 et comme vous pouvez le voir, il s'ajustera en conséquence. Voici donc quelques propriétés liées à la Flexbox. Nous verrons ensuite les propriétés liées à l'alignement, dans laquelle nous verrons la propriété Justify Content. Donc maintenant, notre prochain sujet sur la Flexbox est lié à son alignement. Précédemment, nous avons utilisé la classe Flex pour ajuster la largeur et pour positionner les divs. Mais maintenant, nous allons voir comment aligner et ajuster leur contenu. Tout d'abord, je vais vous présenter la propriété Justify Content. Si j'utilise ici Justify Start et que j'enregistre, aucune fonction ne fonctionne, donc je dois supprimer toutes ces propriétés et les supprimer aussi. Maintenant, je vais écrire Justify Center parce qu'ils sont déjà au début. Puis j'enregistre. Le contenu est bien replacé au centre. Et si j'utilise End, de façon logique, le contenu finira à la fin. Si je maximise ou minimise l'écran, c'est pareil. Donc la division principale, vous pouvez utiliser cette propriété pour ajuster le contenu. Il y a aussi plus de propriétés dans Justify Content. Si j'utilise ici Between, cela fera quelques espaces entre eux. Et si j'utilise Round ici, on aura un peu d'espace à gauche et un peu d'espace à droite, comme vous pouvez le voir ici. Donc si j'utilise ici Evenly, le contenu sera placé uniformément. Mais dans Tailwind CSS, si on décide de Justify Evenly, ça va prendre pas mal de place. La propriété suivante est Align Items. Elle est utilisée pour ajuster horizontalement. Ici, je vais enlever Justify Evenly et donner une certaine largeur. Pour créer de curseurs multiples, appuyez simplement sur Alt et collez-le. Je vais spécifier donc la largeur. Maintenant, dans le div principal, vous devez spécifier la hauteur et enregistrer. Je vais utiliser les éléments d'alignement, donc Align Items, et Start est la propriété utilisée par défaut. Donc, je vais utiliser Center et si on met End, il ira simplement à la fin. Justify Content et Align Items sont les mêmes. La seule différence, c'est que l'un est horizontal et l'autre vertical. Je vais utiliser ici Baseline. C'est lié au texte et ça ajoute la largeur en fonction de la ligne. Après ça, je vais utiliser Stretch puis enregistrer. Ce qui vous montrera ceci. Dans Align Items, vous pouvez changer le div. Pour ajuster la hauteur, vous utilisez la propriété de Align Self. Je vais utiliser Self End ici. En fait, je n'ai pas spécifié la largeur et la hauteur. Ce sont les propriétés liées à la Flexbox que nous devons connaître. Ce sont les plus utilisées. Dans ce cours, nous allons apprendre ce qu'est Hover, le focus et Active. Donc, on utilise Hover dans Tailwind quand la souris apparaît sur un div. Et ça va lui donner la couleur ou une fonctionnalité.
Donc par exemple, je vais créer un bouton et je vais écrire click here, je sauvegarde. Donc là, ça va vous montrer un bouton comme celui-ci. Je lui donne une couleur en lui attribuant une classe et une background color. Donc là, je mets pink, j'enregistre, et ce qui vous donne donc un bouton comme celui-ci. Maintenant, on va changer les bords en rounded, donc pour que les bords deviennent un peu arrondis. J'enregistre, et comme vous pouvez le voir, ils sont maintenant arrondis. Je vais changer la taille du texte en small, enregistré. Vous voyez que le texte est petit. Maintenant, je rajoute donc du padding et du margin à l'axe X et Y. Je change la couleur du texte en white. Et maintenant, vous pouvez voir que lorsque j'amène le curseur ici, donc sur le bouton, il n'exécute aucune fonction. Parce que j'ai pas encore utilisé la fonction hover, donc survol. Je vais donc utiliser la fonction hover et changer la couleur en light pink. Maintenant, donc, comme vous pouvez le voir, lorsque le curseur sur le bouton, la couleur change. Je vais changer encore la couleur pour que cette fois, elle soit plus foncée et j'enregistre. Maintenant, ça fonctionne lorsque le curseur donc passe dessus, sa couleur devient plus foncée. Ça, c'est l'effet de survol, donc hover. Mais ça change rapidement. Donc si je veux le changer un peu plus lentement, je vais utiliser la transition. Donc là, ça va fonctionner parfaitement. Il y a évidemment d'autres options qui sont disponibles, hein, comme ease in out, par exemple. C'est un effet de temporalisation de la transition, tout simplement. Donc là, si j'enregistre, ça vous montrera pas forcément donc très légèrement. Donc on va essayer de retarder. Donc on va rajouter un delay et ça retardera donc le changement. Donc si je le change, je mets delay à 100 et j'enregistre. Maintenant il lisse un petit peu plus. Donc ça, c'est les transitions qui sont fréquemment utilisées dans le hover, donc l'effet de survol. Ensuite, on a deux types d'états dont l'utilisateur ne connaît pas vraiment. En général, les gens ne connaissent pas vraiment la définition, mais ils l'utilisent quand même. Il y a donc deux états différents. Donc, le premier, c'est focus et le second, c'est active. Donc, focus, c'est la définition, ça représente l'état dans lequel l'élément est sélectionné pour recevoir une entrée. Et active, ça représente l'état dans lequel l'élément est actuellement activé par l'utilisateur. Donc, je vais vous donner un exemple parce que je vois que c'est pas évident. Je vais utiliser active maintenant. Donc, je choisis une couleur. La couleur de fond green, background green, active, vous montre une couleur différente. Donc, quand vous cliquez dessus. Ici, bon, ça fonctionne pas. Parce que j'ai utilisé transition. Donc supprimer transition, puis on enregistre. En fait, le numéro est pas le bon. Donc changez-le, j'enregistre. Et lorsque je clique dessus, là il est active et ça change de couleur. Donc ça c'est la propriété active. Ensuite, nous avons focus. Donc je vais utiliser focus. Je sélectionne une couleur, je vais sélectionner noir, j'enregistre, donc black. Maintenant, quand je clique dessus, ça devient noir, de cette façon. Nous pouvons aussi donc changer le contour, l'outline. Donc je vais écrire focus outline, je choisis la couleur. Là, je vais choisir jaune, j'enregistre. Maintenant, si je zoome sur le contour, il apparaît, mais il devrait être plus sombre. Donc changez-le en sombre et enlevez la couleur noire et enregistrez. Ici, on change la couleur, mais nous n'affichons pas le contour. Donc pour cela, vous devez utiliser la balise. Et donc si nous travaillons sur forme, on n'utilise pas la balise. Donc dans ce cours, nous avons normalement vu la propriété hover, la différence entre actif et focus. Et maintenant, on va passer
au prochain cours. Ok. Dans ce cours, on va voir comment on utilise la directive apply, comment la créer et évidemment comment l'utiliser. Alors, qu'est-ce que la directive apply? Elle est utilisée pour créer des classes dans Tailwind CSS. Par exemple, là, vous avez vu, donc j'ai ouvert le site web de Tailwind CSS et il nous montre la classe bouton. Nous avons déjà fait un bouton et nous avons déjà utilisé quelques classes, mais dans la directive apply, nous allons prendre une classe dans Tailwind CSS. Donc par exemple, là, je prends cette classe de bouton et je fais le bouton manuellement. Maintenant, je vais vous montrer de manière très pratique comment utiliser la directive apply. Donc tout d'abord, je copie ce bouton, je vais aller dans VS Code, je le copie-colle, puis j'enregistre. Et comme vous pouvez le voir, le bouton est créé. Maintenant, bon, je vais l'arrondir, j'enregistre, là c'est arrondi. Je vais ajuster padding et donc pour les axes X et Y. Et donc c'est créé. Maintenant, pour créer ce bouton, j'ai dû le copier depuis Tailwind CSS ou utiliser certaines classes, mais avec la directive apply, nous n'avons rien à faire. Juste écrire le nom de la classe et ça fonctionnera. Donc je vais vous montrer comment on fait. Allez juste dans le fichier style CSS que vous aviez créé et écrivez le nom de la classe. Je vais écrire btnlg parce que j'ai créé le grand bouton et ensuite je vais écrire apply et je copie cette classe d'ici et je la colle dans le fichier. Maintenant, je vais supprimer cette classe et je sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de fond. Utilisez donc la classe que vous avez créée manuellement et vous verrez apparaître un grand bouton. Copiez cette classe et collez-la ici. Écrivez juste red et changez la couleur du hover, donc survol, en rouge. Et donc, créez un nouveau bouton et sauvegarde. J'ai utilisé une classe large et une classe rouge, red. Donc, si je change ici en red et que j'enregistre, la classe rouge, donc, de hover, va fonctionner. Donc, c'est ainsi, j'espère que vous avez bien compris, qu'on utilise la directive apply. Dans le cours précédent, on a vu un peu Tailwind CSS, son installation. Et maintenant, on va reprendre au début, on va recommencer. On va faire une petite page donc d'atterrissage, une landing page. Et aussi, donc, on va utiliser quelques utilitaires de Tailwind CSS que vous utilisez donc pour créer des pages web et des landing pages, des pages d'atterrissage. Donc je vais créer une simple page d'accueil en utilisant uniquement les utilitaires de Tailwind CSS. Je n'utiliserai donc aucun utilitaire CSS. D'abord, je vais créer un fichier donc de page d'atterrissage, un fichier HTML et je sauvegarde. Et donc je l'ouvre sur le côté droit. Maintenant, je vais créer une barre de navigation, donc nav, créer l'interface utilisateur et ensuite faire des listes LI. J'ai créé quelques listes ici. Maintenant, je vais leur donner des classes. Je vais les faire en une seule ligne. Je vais utiliser l'utilitaire flex de Tailwind CSS et le sauvegarder. Donc là, ça n'a pas marché parce que j'ai pas utilisé CDN. N'oubliez pas d'utiliser CDN. Donc je vais copier ça ici et le coller là. Puis je vais enlever ça et le sauvegarder. Maintenant, il fonctionne. Et montre dans une ligne et aussi donc le contenu qui va être changé. Maintenant, je vais lui mettre un peu de padding. Donc, je lui donne un padding de 5 par exemple et aussi un peu d'espace. Nous avons donc la propriété space ici
Et donc on va l'utiliser hein, et sauvegarder. Ça nous donne un petit espace. Maintenant, pour montrer ce contenu, dans le coin, je vais utiliser la propriété Justify End et l'enregistrer. Ce qui donc le montrera dans le coin. Vous pouvez aussi le mettre à droite. Hein. Donc je vais utiliser cette propriété, l'enregistrer, ce qui ajustera l'espace donc sur le côté droit. Et vous pouvez voir que quand je déplace ici ma souris donc sur les éléments, il n'affiche pas de petit curseur. Donc je vais utiliser le pointeur donc, du curseur ici. Je vais enregistrer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on va avoir le petit curseur dès que je me mets sur les mots. Je vais donc copier-coller ça ici sur tous les autres éléments et appuyer sur Alt pour le coller ici. Maintenant, on a bien un curseur. Je vais lui donner une couleur d'arrière-plan en utilisant BG et lui donner une couleur verte. Puis j'enregistre. Donc ce qui montrera une couleur d'arrière-plan verte. Vous pouvez la modifier à 300 par exemple. Je vais aussi utiliser un logo. Donc pour ça, créer un dossier images et on y ajoute nos images tout simplement. J'ai utilisé donc la classe et je lui ai donné nos sources images de MetaBrains par exemple. Hein. Mais là, on peut voir que c'est clairement trop grand. Donc on va ajuster tout simplement la hauteur, donc height. Pour la hauteur, donc on utilise H. On a 12 valeurs pour ça. Je vais utiliser 12 et ça couvre donc l'espace automatiquement. Je vais aller dans ma barre de navigation et utiliser Flex. Puis, je vais enregistrer. C'est ajusté automatiquement. Maintenant, utilisez donc Justify Between pour mettre de l'espace tout simplement entre les éléments. Maintenant, je vais définir la marge de l'image. Je vais définir la marge à gauche à 4 et la marge supérieure à 5. Bon, là, c'est un peu trop gros. Donc, je vais juste mettre à 2 hein, et ça s'ajuste. Maintenant, nous allons nous diriger vers notre section principale. Je vais créer donc une nouvelle section et utiliser un div ici, hein, lui donner une classe et une couleur de fond. Je vais lui donner une couleur d'arrière-plan, claire. Ça n'apparaît pas parce qu'aucune largeur et hauteur n'est donnée. Alors, donnez une classe et écrivez du contenu dedans. Utilisez ensuite la classe texte et spécifiez à 6 x 1 et ensuite enregistrez-le. Donc, comme vous pouvez le voir, la taille est quand même assez grande. Je vais augmenter le contenu et utiliser un paragraphe. On va écrire un lorem dedans. Et comme vous pouvez le voir, il montre donc le lorem. Donc, donnez-lui un padding, donc PY3. Et ensuite, donc, vous pouvez donner tout simplement une largeur, donc W-1 tiers. Évidemment, il y a différentes valeurs. Hein. Vous pouvez mettre un demi si vous voulez, au besoin. Ajustez évidemment aussi le padding de l'axe Y, par exemple à 8, et en haut à 40. Enregistrez-le. Ça vous montrera quelque chose comme ça. Maintenant, on va créer des petits boutons. Dans cette section, prenez la balise, donc button, et écrivez by dedans. Ça s'affiche là, donc ça nous a fait un petit bouton. Maintenant, je vais utiliser des petites classes. Donc, donnez-lui une background color, donc en vert par exemple. Réglez-la à 300. Maintenant, on peut arrondir le bouton. Hein. Je vais lui donner une largeur, donc width de 9. Je peux ajuster le padding aussi, de l'axe Y donc à 2, de l'axe X à 5. Vous pouvez changer la couleur du bouton. Donc utiliser texte et sélectionner la couleur. Et pour utiliser donc le hover ici, utilisez simplement hover text et sélectionner la couleur. Et pour changer la couleur du fond du bouton, utilisez BG, donc comme d'habitude. Hein. Maintenant,
Pour le rendre arrondi, utilisez donc juste la propriété rounded. Pour créer d'autres boutons, il suffit de copier ça et de coller ça ici. Puis, on édite le contenu. Et vous pouvez également, évidemment, changer la couleur. Maintenant, je vais ajouter une image. Donc, pour ce faire, créer un div et donc appeler le dossier. Utilisez l'image que j'ai téléchargée, ou n'importe laquelle, la vôtre si vous voulez. Enregistrez-la. Maintenant, je vais créer une classe. Puis, donc je vais utiliser la propriété flex et afficher les éléments au centre. Ce qui n'est pas le cas car je n'ai pas utilisé la propriété flex dans la balise section. Ajoutez la propriété flex et là ça va afficher comme ceci. Puis définissez la couleur du fond, background color, en blanc. Donc ça ne s'affiche pas parce que la couleur d'arrière-plan est définie sur gris dans cette div. Donc il suffit de la supprimer et là par contre d'enregistrer. Et maintenant ça s'affiche, c'est magnifique. Donc définissez la margin de l'axe X et ajustez-la. Comme vous pouvez le voir, donc là c'est sur le côté droit. Vous pouvez également définir la largeur et enregistrer. Voilà, donc c'est tout pour le mini-projet dans lequel nous avons utilisé des classes et ajouté des images. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau cours dans lequel nous allons travailler sur notre projet final Tailwind CSS. Ok, très bien. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, découvrons ensemble à quoi servira le nav. Le nav est utilisé pour créer une barre de navigation. La partie la plus difficile d'un site web est en fait la barre de navigation. Donc une fois que vous saurez comment faire, le reste sera facile. La difficulté est que vous devez transformer la barre de navigation en barre latérale lorsque l'écran est en taille moyenne. Ok. Donc maintenant, nous allons voir comment créer une barre de navigation. Première étape, vous devez utiliser la balise nav. Après le div, puis utiliser span. La balise span est juste comme un div qui est utilisé pour regrouper un contenu similaire afin qu'il puisse être stylisé ensemble. Span lui-même n'a aucun effet sur son contenu à moins que vous le stylisiez. Ok. Ensuite, nous allons ajouter une image. Pour cela, vous devez créer un dossier appelé images où vous mettrez toutes les images que vous voulez utiliser. Pour créer ce dossier, il suffit d'aller sur le nom de votre projet et de sélectionner le bouton qui correspond à ajouter un dossier. À l'intérieur de ce dossier, vous pouvez mettre autant d'images que vous voulez ajouter dans votre site web. L'étape suivante consiste à ajouter la balise IMG, puis à écrire src égale image/logo.svg. Cela va permettre au code d'accéder à l'image que vous voulez ajouter. Image/ est le chemin où se trouve l'image, tout simplement. Donc, dans le dossier image. Après cela, vous ajoutez le nom de l'image, ici logo.svg. Vous pouvez ajouter d'autres paramètres pour concevoir votre image, comme la taille. Vous pouvez le faire grâce au paramètre classe. Donc ici, nous avons ajouté classe égale w-36 dans le paramètre span pour choisir la taille de l'image. Copiez cette information et collez-la également dans le paramètre image. Cela vous permettra de modifier la taille de l'élément du groupe span. Pour votre information, chaque fois que vous utilisez une balise, vous devez fermer en écrivant la balise avec un anti-slash, comme cela, anti-slash span. Fermez alors la balise span et ajoutez-en une autre en la laissant vide pour le moment. Maintenant, allez après le div et écrivez ul. À l'intérieur de l'élément ul, ajoutez li x 6 pour ajouter 6 li. La balise ul définit une liste non ordonnée.
utilisez la balise UL avec la balise LI pour créer des listes non ordonnées. Maintenant, ajoutez un mot à chaque lit. Ce sera l'élément de la barre de navigation. Ici, nous avons créé par exemple accueil ou connexion. Vous pouvez personnaliser le site avec les classes CSS de Tailwind. Nous allons centrer les éléments et les mettre sur la même ligne. Pour cela, écrivez classe égale, ouvrez les guillemets, md2.flex, md2.items-center, fermez les guillemets. Vous pouvez également concevoir les éléments de la LI. Pour être plus clair à l'écran, nous allons ajouter des espaces entre les différents mots. Pour cela, ajoutez, ouvrez les guillemets, classe égale, ouvrez les guillemets, mx-4, my-5, md, my0. Puis, concevez les lits. Copiez toutes ces classes et collez-les dans les autres lits. Allez dans la balise nav et ajoutez la classe p-5 flex items-center justify-between. Cela rendra les choses beaucoup plus faciles à lire. Pour votre information, justify-between est utilisé pour justifier les différents éléments de la barre de navigation. Et je veux dire par là que la balise span est un élément et la balise UL en est un autre. Je vais vous montrer d'autres détails que vous pouvez ajouter. Tout d'abord, allez dans la balise span et remplacez l'élément après la classe par curseur pointer. Lorsque votre curseur se pose sur l'image, il pointe maintenant vers elle. Vous voyez que ça change. Ensuite, allez dans l'élément lit, ajoutez la balise A et copier-coller home entre A et anti/A. Ok. Donc maintenant, vous pouvez aller à l'intérieur du A et changer le visuel du texte, par exemple. Vous pouvez mettre le texte en XL en ajoutant classe égale texte-XL et aussi changer la couleur du texte quand vous mettez votre curseur dessus. Pour cela, vous devez ajouter après texte XL, hover text green 40, duration 100. Essayez, et vous verrez bien. Le texte devient vert lorsque votre curseur est dessus. Nous utilisons la durée, donc duration, pour que l'effet de survol, de hover, soit un peu lent, puis nous l'enregistrons. Après ça, créons un bouton dans le groupe UL. Pour créer un bouton, nous devons écrire button, ready, ajouter un fond vert de 400 avec cette ligne, BG Green 400, utiliser une duration de 500 en ajoutant cette ligne, donc duration 500, et ensuite ajouter PX5 et utiliser PY2 pour définir la taille du bouton. Utilisez maintenant la classe rounded pour que le coin de votre bouton soit rond. La barre de navigation est maintenant créée. Mais le problème est qu'elle n'est pas réactive. Lorsque nous passons au petit écran, il sera affiché en colonne. Mais nous voulons créer une barre latérale. Nous voulons ensuite accéder au menu en cliquant sur un logo de menu. Pour cela, nous devons ajouter des icônes dans notre code. Allez sur le site Icon, cliquez sur Usage et copier-coller le script d'installation. Cela nous permettra d'utiliser les icônes de ce site. Collez ce code dans l'entête de votre programme, à la ligne 8. Parfait. Maintenant, vous pouvez utiliser les icônes. Voyons comment tout ça fonctionne. Nous voulons ajouter un logo de menu dans la barre latérale. Retournez dans l'onglet des icônes du site, recherchez Menu, et cliquez sur l'icône que vous souhaitez ajouter. Un code apparaîtra. Ce sera le code à ajouter dans votre programme pour utiliser le logo. Copiez donc le code et allez dans votre programme. Rappelez-vous que nous avons créé une balise span sans rien à l'intérieur.
Collez donc le code dans cette balise. Sur votre site web, vous pouvez voir l'icône apparaître. Maintenant, faites quelques petits changements dans la balise div. Ajoutez classe égale flex pour placer l'image et l'icône l'une à côté de l'autre. Ensuite, dans la balise span de votre icône, vous pouvez changer sa taille. Ici, nous avons ajouté classe égale text-2xl, c'est-à-dire que c'est grand. Maintenant, comme nous l'avons dit précédemment, lorsque l'écran n'est pas en plein écran, nous voulons que l'élément home, etc. disparaisse. Ceci sera fait dans la balise UL. Ok, commençons. Utilisez la classe z--1 md2.zauto, md2.static absolute, wfull left-0, md2.wauto, md2.opacity 100, opacity 0, top, moins 400 pixels. Utilisez l'opacité de 100 sur le moyen, après quoi l'opacité sera de 0 et le top sera en moins. Pour donner la valeur en moins, utilisez les parenthèses. Maintenant, tout le contenu est caché. Utilisez une transition pour lisser et appliquer une duration de 700. Maintenant, nous voulons cacher l'icône lorsque les éléments home, etc. sont affichés. Dans la balise nav, faites le flex en médium. Et si vous ne mettez pas le flex en médium, cette barre latérale restera ici. Elle ne bougera pas quand l'écran ne sera plus en médium. Ajoutez un justify between et mettez l'élément au centre. Maintenant, allez dans la balise span où vous utilisez le logo et utilisez la propriété md2.hidden pour cacher l'icône quand l'écran est en taille moyenne. Oh, j'ai fait une erreur. Vous devez remplacer tiret par 2 points, pour avoir un alignement correct. Le point principal maintenant est d'utiliser le script Java pour faire une fonction, pour faire une action sur le site web. Ici, lorsque le site n'est pas en taille moyenne, la barre latérale doit faire quelque chose et pour le moment, elle ne le fait pas. Donc, nous allons utiliser une fonction pour faire quelque chose lorsque vous cliquez dessus. À la 25e ligne, dans le code de l'icône, ajoutez onClick et nommez la fonction sidebar10. En dessous, après la balise nav, utilisez un peu de JavaScript. Maintenant, cliquez sur le bouton et vous verrez que la barre latérale s'ouvre et qu'il se passe quelque chose. Donc maintenant, dans la 29e ligne, vous devez ajouter md2.py0, py4. Il y a toujours un problème. Ajoutez md2.pl-0, pl-7. Maintenant, la barre latérale est affichée correctement. Et le problème d'espace est également résolu. Maintenant, essayez-le et observez le site web. Vous verrez les changements que vous avez faits avec les espaces. Ok. Si jamais vous voulez diviser votre site web en sections, vous pouvez écrire dans le commentaire ce genre d'informations. Le début et la fin de la section. Cela rendra votre code plus compréhensible et plus facile à lire évidemment si quelqu'un d'autre lit ce programme. Et regardez, quand vous inspectez la page de votre site web, vous pouvez voir le commentaire, ça vous permettra à vous-même aussi de mieux comprendre votre code. Commencez maintenant la section de la bannière. Ok. Comme nous venons de le faire, ajoutez quelques commentaires pour définir où commence et où finit la section. Écrivez une balise section et une balise UL. Ajoutez ensuite 2 balises LI. Avant de faire quoi que ce soit à l'intérieur, nous allons ajouter une image. Vous devez d'abord importer quelques images. Vous voyez, maintenant, nous avons une image appelée bannière. Elle sera utilisée comme arrière-plan. Pour cela,
allez dans la balise section et écrivez style de point background-image de point URL. Là, vous mettez l'URL de votre image /banner.jpg. C'est la phrase qui permet d'ajouter un arrière-plan à cette section. Maintenant, modifiez le texte sur la conception du home et du site web. Assouplissez-le en écrivant class égale container flex p5 text white font bold. Cela mettra le texte en blanc et en gras et ajoutera des espaces avant home. Le texte de la conception du site web est trop proche du texte de l'accueil. Nous allons donc ajouter une classe ici pour l'espace. Vous pouvez écrire classe égale pl-5. Après ça, nous pouvons naviguer. Si vous voulez ajouter des liens, utilisez la balise anchor, mais ce n'est pas nécessaire. Passons à l'autre partie. Voyons une nouvelle balise, la balise H1. Cela signifie que vous allez ajouter un titre, tout simplement, à votre page. Ajoutez Words, First Website Design, modifiez-le un petit peu. Ce sont toutes des choses normales que vous pouvez faire et que vous avez déjà faites. D'accord? Donc normalement, vous connaissez tout ça. Ajoutez donc une classe, changez votre texte en 6.1, mettez la police en gras, blanchissez le texte doit être affiché au centre, donc on le met au centre. Ensuite, créez une nouvelle balise UL, ajoutez 6 balises LI à l'intérieur, allez sur le site web de l'icône, prenez les étoiles qui s'y trouvent et collez-les ici. Ajoutez la classe et la couleur jaune, tapez ici get 70 plus design within 7 days. Tout d'abord, modifiez la balise LI, ajoutez la classe au texte blanc, mettez-le en gras, ajoutez des espaces, copiez cette partie de la liste et collez-la 3 fois. Maintenant, elle est collée. Vous pouvez voir qu'elle montre la même séquence 4 fois. Maintenant, nous allons gérer cette section lorsque l'écran est en grand ou en moyen. Pour ça, allez dans la classe UL et ajoutez ce texte. Classe égale lg2.flex, flexWrap, justify center. Maintenant, voyez que sur le grand écran, il s'affiche sur une ligne. Et sur le petit écran, il s'affiche en colonne. Ensuite, n'hésitez évidemment pas à modifier le texte. Nous réalisons un petit projet qui ne nécessite pas d'explication détaillée. Ici, nous changeons juste le contenu de la bannière. Maintenant, c'est correct et c'est réactif, donc on est content. Copiez et collez le tag H1 que vous avez fait précédemment. Changez juste le texte et ajoutez un bouton Get Started Now. Concevez-le comme vous le souhaitez. Vous pouvez suivre ce que je fais ou faire complètement autre chose. C'est vous qui décidez parce que c'est votre site web. Ok, donc juste un petit détail à ajouter. Nous allons mettre le bouton dans une balise div pour créer un groupe qui sera plus facile si vous voulez déplacer le bouton ou autre. Oh, et vous vous rappelez ce que c'est le hover? Lorsque vous passez le curseur sur le bouton, le fond change de couleur. J'espère que vous avez suivi un peu. Ok. La partie suivante, juste copier la balise du bouton et collez-la juste après. Changez le texte et la couleur. Maintenant, notre bouton est créé. Tout est créé. Et si vous voulez utiliser une icône, mais vous pouvez le faire. Cette section se termine donc ici. Les étoiles n'ont pas l'air très bien. Donc, à la place des étoiles, nous allons utiliser n'importe quelle autre chose comme des marques de coche que j'ai obtenues tout simplement sur le site web. Ok, continuons. Créez donc une balise UL ici, ajoutez aussi une balise LI. Pour cette balise LI, ajoutez une icône d'étoile en collant le code que vous avez eu donc sur le site icône. Changez la couleur, la taille, hop, copiez la balise LI et collez-la 4 fois. À la fin, vous êtes censé avoir 5 étoiles. Vous pouvez changer la dernière étoile par une demi-étoile, comme je le fais maintenant.
Ok, continuons. Nous allons ajouter une petite balise P pour écrire un texte. Donc écrire une balise P, ajouter un texte entre P et anti/P, ajouter une balise A et entre cette balise A, écrire review. La balise A sera utilisée pour ajouter une référence, ce qui signifie que lorsque quelqu'un clique sur review, la page de la review apparaîtra. Bon. Ensuite, il suffit de concevoir votre texte, de le centrer, de le rendre blanc et gras. Nous utilisons des NBPS pour obtenir un peu d'espace après Checkout All. Je vais changer la couleur du texte review pour le mettre en évidence et supprimer le gras de toute la ligne. Maintenant, encore une fois, je vais utiliser un paragraphe ici. Dans le paragraphe, écrivez 2969 reviews. Utilisez une icône étoile, changez la couleur du texte, écrivez Tool Up, centrez tout ça, donnez un peu d'espace pour être un peu plus clair. La section de la bannière est maintenant terminée. Faisons une autre petite section. Allez dans VS Code encore une fois. Nous avons fait notre en-tête et la section de la bannière. Puis, nous allons mettre le commentaire de sorte que lorsque vous voyez le code, vous pouvez comprendre quelle section vous lisez et où j'ai créé. Donc, je rédige une section de carte et j'ajoute une balise H1 pour écrire un titre. Ici, j'écris How to Website Design Contest Works. Comme d'habitude, il faut concevoir le texte pour qu'il soit beau. Maintenant, créez une balise div et ajoutez-y une autre balise. Ceci sera la zone extérieure et l'autre div sera la zone intérieure où vous sauvegarderez le contact. Écrivez un autre div. Ok, donc nous avons créé 3 divs. À l'intérieur du troisième div, ajoutez un bouton. Changez le design si vous le souhaitez évidemment. Après le bouton, ajoutez une image, comme vous l'avez fait précédemment. Et observez-le sur l'écran. Ok. Donc c'est mieux si on ajoute une autre balise div. Donc à la fin, vous aurez 4 divs. Copiez tous les objets que vous avez écrits, je veux dire le bouton et l'image. Mettez-les dans le 4e div. Nous allons ajouter une bordure pour le bouton, centrer le texte. Et là, ça semble pas mal. Allez dans le 4e div et changez le padding. Bottom 16 pour qu'un peu d'espace vienne du bas. Faites la même chose pour le bas et le haut. Bottom et top. Ok. Ajoutons de l'espace pour le bouton. Utilisez donc margin ici au lieu de padding pour que l'espace aille après le bouton et non entre le numéro et la bordure. Maintenant, copiez les 2 derniers divs et collez 2 fois. Faites défiler sur le site, vous aurez 3 fois la même chose. Ok. Ensuite, retournez dans le 2e div à la ligne 172. Ajoutez la classe flex et flexwrap pour que les images soient sur la même ligne et en plein écran. Les images s'adapteront à l'écran. Sous la première image, nous allons ajouter une balise H1 comme titre. Pour ne pas perdre de temps, écrivez simplement l'orem et le texte sera automatiquement écrit. Ensuite, ajoutez un paragraphe, utilisez la classe margin bottom pour obtenir de l'espace. Après le paragraphe, ajoutez la balise anchor A. Pour l'instant, nous sommes juste sur l'affichage frontal, donc il n'est pas nécessaire d'écrire un lien de référence. Vous pouvez donner n'importe quel lien. Pour cette balise, écrivez la phrase suivante, Learn more. Cela semble parfait pour le moment. Faisons la même chose pour les autres images. Donc, copiez ce que vous venez de faire et collez-le après les autres images. Maintenant, allez sur votre site web et regardez le résultat. J'espère que vous êtes quand même fiers de vous, parce qu'il est super, Ne vous arrêtez pas maintenant. Nous allons faire la section suivante. La section du blog. La prochaine étape est la section de blog, donc. Ajoutez le commentaire pour déterminer la limite de la section.
Après cela, ajoutez la balise section. Dans cette section, ajoutez 2 balises div et à l'intérieur de la deuxième balise, ajoutez une image. Concevez l'image en utilisant des classes. Elle serait un demi affiché, sa largeur devrait être complète, vous avez besoin d'un padding left de 10 et d'une marge top de 6. Vous voyez, elle a couvert un certain espace. Peut-être que j'ai donné trop de classes. Auto serait correct. Maintenant, ajoutez une autre div, utilisez H1 et mettez l'orem pour 10 mots. Mettez le texte en gris, ensuite ajoutez un paragraphe de l'orem de 100 mots et utilisez le même design que la balise H1 mais supprimez la taille du texte. On justifie. Lorsque vous passez en plein écran, le texte s'affiche comme ceci. Mais je veux qu'il soit sur une seule ligne. Pour ça, changez la largeur en 1/2 dans le div de la ligne donc 255 et sa largeur, width, devrait être entièrement ajustée. Utilisez ces classes dans le div de la ligne 249. Sa largeur doit être de 4/5 et ajoutez flex et flex wrap. Après tous les réglages, il n'apparaît toujours pas sur la même ligne. Nous devons juste le mettre au centre. Donc on fait Justify Center sur le contenu et quand vous passez en grand écran, il n'est toujours pas là. Bon, on va juste utiliser le padding et d'autres choses ici. Maintenant voilà, c'est parfait. Le blog est bien affiché, il prend juste plus de place. Donc, essayez de l'ajuster, ça prendra un peu de temps. L'image est comme ça. C'est pourquoi elle prend de la place. Sinon, notre site est terminé. Ok. Je fais quelques changements pour avoir un site web parfait, mais c'est à vous de faire ces changements ou pas. Le site web est terminé. La dernière étape de cette section, ça va être le pied de page. Donc pour cette section, il suffit d'utiliser la balise footer et de créer un div ici, en utilisant une classe de container. Ensuite, ajoutez 2 autres balises div. Après cela, nous allons ajouter une balise H2 pour ajouter un titre. J'ai oublié d'ajouter les commentaires pour déterminer le début et la fin de la section du pied de page. Donc je vais le faire. Maintenant, ajoutez une balise UL et à l'intérieur, ajoutez 4 balises LI. Pour chaque balise LI, utilisez des classes pour mettre le texte en gris et changer la couleur du texte lorsque vous passez votre curseur dessus. Le texte de ces balises LI sera le premier lien, le deuxième, etc. Copiez cette division avec tous les éléments que vous venez d'ajouter et collez-la 4 fois. Maintenant, je veux l'afficher sur une seule ligne. Pour cela, allez dans la div qui contient les éléments que vous voulez copier-coller à la ligne 283 et utilisez la classe flex et flexwrap. Maintenant, mettez le texte au centre et faites les changements que vous voulez pour ajouter des espaces ou changer la taille. Donc, vous avez 4 fois le même paragraphe. Nous voulons le mettre sur la même ligne quand il est en plein écran. Vous savez comment faire? Vous pouvez suivre ce que je fais à l'écran pour faire la même chose. Ok. Copier-coller 2 fois de plus la partie div avec les éléments. Essayez de mettre le site en plein écran et ensuite en écran moyen. Vous verrez la différence. Les éléments sont l'un à côté de l'autre en plein écran, mais en écran moyen, il y a 2 éléments sur la même ligne. Ajoutez une balise span à la fin de toutes ces balises div. Ajoutez une balise UL et à l'intérieur, ajoutez 4 balises LI. Dans tous ces LI, vous pouvez ajouter l'icône Facebook en copiant et en collant le code que vous pouvez trouver sur le site Icon. Ensuite, mettez-les sur la même ligne en ajoutant classe flex à côté de la balise UL. Oh ouais, vous n'avez pas besoin de 4 icônes Facebook. Vous pouvez les remplacer par, Instagram, Twitter, TikTok, selon
ce que vous préférez. Justifiez le tout et centrez-le. Je n'ai pas conçu le pied de page, ça prend trop de temps. Sinon, tout le mini-blog est terminé et tout le projet est responsive. C'est comme ça qu'on peut faire un site web qui est quand même très bien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre propre site web.